La naissance des États-Unis, 1607-1815. La fondation des colonies anglaises d'Amérique du Nord. L'histoire des États-Unis commence dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Ce n'est pas que les Anglais aient découvert l'Amérique. Tout au contraire, ils se sont laissés devancer par d'autres nations européennes, comme s'ils n'avaient ni les moyens ni le désir de participer à la grande aventure transatlantique. Et puis, dans les 40 premières années du XVIIe siècle, ils se décident à franchir le pas. Mieux encore, ils fondent des colonies, y installent environ 40 000 personnes, soit 1% de la population anglaise, et mettent sur pied un empire américain. Au total, 13 colonies sur le territoire qui sera celui des États-Unis, chacune fondée dans des circonstances particulières, avec ses caractères propres, mais toutes unies, bon gré, mal gré, par un lien commun avec la métropole britannique. La colonisation anglaise en Virginie. La fondation de la Virginie remonte à 1607. Les Anglais paraissent avoir longuement hésité. Ils ont d'abord abandonné l'initiative aux Portugais, aux Espagnols et aux Français. Au XVe siècle, le Portugal mène les grandes expéditions de découverte. Ses navigateurs longent les côtes africaines, franchissent l'équateur, puis le cap de Bonne-Espérance. L'océan Indien leur est désormais ouvert. Ce qu'ils recherchent, c'est la route des Indes pour se fournir en épices, accessoirement pour découvrir des mines d'or et convertir au christianisme. Nouveaux venus dans la chasse au trésor, les Espagnols donnent leur soutien en 1492 à Colomb, qui se propose d'atteindre les Indes, non plus par l'est, mais par l'ouest, puisqu'il sait que la Terre est ronde. Le Génois découvre l'Amérique sans le savoir, en fait les Antilles et une partie de l'Amérique du Sud. Les habitants qu'il rencontre, il les dénomme Indiens, nouvelle erreur qui s'explique par l'objectif principal de ces expéditions. Ses successeurs, une fois qu'ils ont compris que le Japon, Cipango, la Chine, Cathay et, a fortiori, les Indes, sont situés plus à l'ouest, s'entêtent à repérer le passage du nord-ouest, c'est-à-dire un bras de mer qui devrait relier le Pacifique et l'Atlantique. Il faut du temps, beaucoup de temps, la mise au jour des richesses du sous-sol américain en métaux précieux pour que les Portugais et les Espagnols construisent un empire colonial outre-Atlantique. Les premiers prennent possession du Brésil, les seconds du Mexique, puis du reste de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Le nord du continent n'intéresse pas les Espagnols. Certes, quelques-uns de leurs explorateurs y font des reconnaissances à la recherche de l'or, de l'argent et d'une fantastique fontaine de jouvence. En 1513, Juan Ponce de León atteint la Floride, qu'il prend pour une île. De 1539 à 1543, Hernando de Soto découvre des cours d'eau comme la Savannah, l'Alabama, le majestueux Mississippi, l'Arkansas. Au même moment, Francisco Vázquez de Coronado part du Mexique, franchit le Rio Grande, parcourt l'Arizona, le Texas, le Kansas. Mais le cœur n'y est pas. Où est l'or qui dissiperait les hésitations? Où sont les millions de colons qui permettraient une véritable prise de possession? Pourquoi éteindre encore un si vaste empire? Les Espagnols concluent que l'Amérique du Nord n'est pas un autre Eldorado. Passe encore de construire un port à Saint-Augustine en 1565 sur la côte est de la Floride, qui sert de glacis défensif au Mexique. Passe encore de dépêcher des missions catholiques pour évangéliser les indigènes en Caroline du Sud et autour de la baie de Chesapeake. Que les autres tentent leur chance dans ce qui semble être une vaste région inhospitalière et sans importance économique. Les autres, ce sont d'abord les Français. Le roi de France n'accorde aucune valeur à la bulle Inter Cetera d'Alexandre VI, ni au traité de Tordesillas, 1494. Il ne reconnaît pas le partage du monde nouvellement exploré que viennent de décider Espagnols et Portugais. François Ier n'hésite pas à envoyer un navigateur florentin, Giovanni da Verrazzano, vers le Nouveau Monde, qui a été baptisé Amérique en souvenir d'Amerigo Vespucci, géographe et explorateur. Sa mission, découvrir un accès par l'ouest jusqu'à Cathay. Verrazzano embarque en janvier 1524 sur la Dauphine, une caraque de 3 mâts qui jauge 100 tonneaux. À son bord, 50 hommes d'équipage et 8 mois de provisions. Le 7 mars, l'expédition aperçoit la Terre, à la latitude du 34e parallèle. Transport d'enthousiasme et d'optimisme. Verrazzano honore son maître et sa patrie d'adoption en donnant au continent le nom de Francesca. Puis, il longe la côte en se dirigeant vers le nord. Le 17 avril, le voici dans la baie de New York, dont il imagine qu'elle le conduira vers la Chine. Il constate très vite son erreur et se contente de baptiser Nouvelle-Angoulême un emplacement à l'entrée de la baie,
où s'élèvera New York. Déçu malgré tout, il prend le chemin du retour et accoste à Dieppe le 8 juillet. 10 ans plus tard, en 1534, les Français tentent leur chance une nouvelle fois. Le chef de l'expédition s'appelle Jacques Cartier. Il part à la recherche d'or et de diamants. Il atteint Terre-Neuve et l'embouchure du Saint-Laurent. En 1535, deuxième voyage, Cartier s'enhardit, remonte le Saint-Laurent et fonde Québec. Il pousse jusqu'au point où se construira Montréal. Les diamants du Canada qu'il rapporte ne sont que des cailloux de pyrite. Mais Cartier a posé les fondements d'une présence française qui prendra de l'ampleur au XVIIe siècle. Quant à l'expédition française en Floride, dans les années 1562-1565, la proximité des Espagnols l'a vouée à l'échec. Pour le moment, point d'anglais. Tout au plus, faut-il signaler qu'un Génois de Bristol, John Cabot, a fait une reconnaissance en 1497 dans le golfe de Saint-Laurent et donné son nom, le cabotage, à la pratique de la navigation côtière. Son fils Sébastien est allé jusqu'en Floride et au Brésil. Puis, pendant 3/4 de siècle, plus rien. L'exemple des Vikings qui, aux environs de l'an 1000, sous la conduite de Leif Erikson, avaient traversé l'Atlantique et abordé sans doute aux côtes de Terre-Neuve, n'inspire pas l'Angleterre. Il est trop faible, trop occupé par ses conflits internes, par sa rupture avec le pape, ou trop intéressé par les affaires du continent européen. Au milieu du règne d'Élisabeth Ier, qui est montée sur le trône en 1558, l'Angleterre change, la querelle religieuse s'apaise, l'économie du pays prospère. Des aventuriers de talent, des loups de mer, sont prêts à se lancer dans des expéditions lointaines. Il y a des signes qui ne trompent pas. En 1576, une compagnie du Cathay se fonde et envoie Martin Frobisher à la recherche du passage du Nord-Ouest. Frobisher tente de contourner le Canada par le nord, découvre la terre de Baffin et la baie de Frobisher, ramasse des pierres qui ressemblent à des pépites, fait monter à son bord quelques Indiens et retourne à Londres. Déception des capitalistes qui ont financé son voyage. Sir Humphrey Gilbert met alors au point un plan plus sérieux et complexe. En 1576, il publie un discours pour démontrer l'existence d'un passage par le nord-ouest jusqu'à Cathay. Gilbert s'intéresse maintenant à l'Amérique. Pourquoi ne pas y implanter une colonie, suggère-t-il. Elle constituerait une base maritime contre l'Espagne, l'ennemi principal de l'Angleterre. Elle prospérerait grâce à l'exploitation des richesses locales. Une fois découvert le passage du nord-ouest, elle procurerait aux navigateurs les approvisionnements indispensables. L'idée d'une grande expédition anglaise est dans l'air. De 1577 à 1580, Sir Francis Drake a entrepris de franchir le détroit de Magellan et de longer la côte pacifique du continent américain. En 1578, Gilbert convainc la reine Élisabeth. La souveraine accorde une charte au terme de laquelle Gilbert reçoit la permission de fonder dans les 6 ans une colonie en Amérique, d'y exercer l'autorité absolue et d'en tirer les bénéfices, exception faite de l'or et de l'argent, dont un 5e ira dans les coffres royaux. Gilbert s'embarque peu après. On ne sait pas s'il a touché les côtes du Nouveau Monde ou s'il s'est contenté de piller les convois espagnols. En 1583, deuxième départ. Cette fois-ci, Gilbert a pris ses précautions. Il a réuni les capitaux nécessaires à Bristol et à Southampton. Il est parvenu à constituer un équipage de 260 hommes qu'il embarque à bord de 5 navires. En juin, la flottille lève l'ancre en direction de Terre-Neuve. Au nom de la reine d'Angleterre, l'île fait l'objet d'une prise de possession solennelle. Puis, Gilbert met le cap sur le sud. 3 des 5 navires ont abandonné l'expédition. Gilbert renonce à poursuivre et, au cours du voyage de retour, une violente tempête envoie les bâtiments au fond de l'océan. Fini l'aventure anglaise en Amérique? Au contraire. Sir Walter Raleigh, le demi-frère de Gilbert, obtient une nouvelle charte en 1584. Il dépêche immédiatement une expédition de reconnaissance qui longe la côte au sud de la baie de Chesapeake. Les explorateurs sont éblouis. Raleigh décide alors de donner le surnom de la reine, Élisabeth la Vierge, à la région qui devient la Virginie. En 1585, une autre expédition jette l'ancre devant l'île de Roanoke, à la limite actuelle de la Virginie et de la Caroline du Nord. Dès l'année suivante, les colons préfèrent rentrer en Angleterre. Raleigh persiste. Le 8 mai 1587, 120 colons partent pour Roanoke. La fille de John White, le chef de l'expédition, donne naissance à Virginia Dare, le premier sujet de Sa Majesté qui soit né en Amérique. White repart alors
pour aller chercher des provisions. Les événements d'Europe, en particulier l'invasion manquée de l'Angleterre par l'invincible Armada, retardent le retour. En 1590, lorsque White aborde à Roanoke, il n'y a plus aucune trace de la colonie, sauf un mot gravé sur un arbre, Croatoan, le nom d'une île voisine.